Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'avoir choisi RTI1 à la une de ce 20h. Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération de la Guinée équatoriale a été reçu ce jeudi par le président Alassane Ouattara. Ezono Siméon Oyono était porteur d'un message du président équato-guinéen au chef de l'État ivoirien. Les deux pays envisagent de renforcer leur coopération dans divers domaines. Les législatives en Côte d'Ivoire auront lieu le 6 mars prochain, une élection à grands enjeux. Cela faisait bien longtemps que pouvoir et opposition dans son ensemble n'ont pas compétit. Le scrutin législatif, une participation de toute la classe politique qui augure de gros chocs dans plusieurs localités. Décryptage dans le dossier politique de ce 20h. Des législatives apaisées, sécurisées, les forces de l'ordre comptent bien remplir leur mission. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Vagondo Diomandé, lance l'opération Épervier 6. Elle vise à garantir la sécurité des personnes et des biens sur tout le territoire ivoirien. La campagne se poursuit au Niger avant le second tour de la présidentielle prévue dimanche. Le scrutin oppose l'ancien ministre Mohamed Bazoum, candidat du parti au pouvoir, et l'ex-président Mahaman Ousmane. Les deux candidats ratissent large le terrain pour convaincre le plus d'électeurs. Nous verrons leur stratégie et programme dans ce journal. Soyez les bienvenus sur RTI1. Le président de la République, Alassane Ouattara, vient de s'entretenir avec le ministre des Affaires étrangères et de la coopération de la Guinée équatoriale, Siméon Oyono, était porteur d'un message du président équato-guinéen Teodoro Obiang Nguema au chef de l'État ivoirien. Les deux pays envisagent de renforcer leur coopération dans divers domaines tels que l'agriculture, l'industrie et les PME, nous rapporte Viviane Aimé. Reçu ce jeudi 18 février par le président de la République, Alassane Ouattara, au palais présidentiel, le ministre des Affaires étrangères et de la coopération de la Guinée équatoriale, Oyono Ezono Siméon, était porteur d'un message du chef de l'État Teodoro Obiang Nguema à son homologue ivoirien. Il faut souligner que sous l'impulsion des deux chefs d'État, les relations d'amitié et de coopération entre les deux pays se sont renforcées. Je suis porteur d'un message de son Excellence M. Obiang Nguema Mbazoua, chef d'État de la République de Guinée équatoriale, président de la République, pour son homologue et frère, son Excellent M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, dans le cadre de consultations mutuelles entre deux chefs d'État de haut niveau sur des questions de coopération bilatérale et multilatérale. Comme vous le savez, la Guinée équatoriale et la Côte d'Ivoire entretiennent des relations sectorielles de coopération et travaillent ensemble pour l'élargissement de celle-ci à d'autres secteurs de coopération, surtout secteur de l'agriculture, de l'entreprise et l'industrie, petite et moyenne entreprise industrie, et inscrit dans le programme de diversification et d'échange de points de vue de leur économie. Le président Alassane Ouattara s'est déjà rendu par 2 fois à Malabo. C'était en juin 2011 et en février 2013. De son côté, le président Teodoro Obiang Nguema avait effectué une visite de 24 heures à Abidjan en décembre 2019. C'est un défi que compte relever le gouvernement ivoirien. Il s'agit de la modernisation du service public. Plusieurs réformes ont été entreprises, au nombre desquelles le référentiel des emplois et de compétences de l'administration publique, dénommé REC. Ce nouvel outil de gestion des ressources humaines devrait permettre de répertorier les emplois et d'améliorer la productivité du personnel. Il a été lancé aujourd'hui, nous dit Jean-Luc Bangbo. 5 ministères réceptionnent leur référentiel des emplois et des compétences. Un nouvel outil de gestion des ressources humaines élaboré par l'État de Côte d'Ivoire. À travers ce document, les responsables de ces institutions pourront améliorer la qualité et la transparence des services, définir leur politique de management, identifier les compétences et évaluer les besoins de formation de leurs agents. Ce projet a été possible grâce à l'appui de partenaires internationaux et nationaux,
notamment le secrétariat d'État pour le renforcement des capacités. Le processus d'élaboration des référentiels des emplois et des compétences a démarré en 2015 par la première phase, dite phase pilote, qui a permis de doter le ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle d'un référentiel des métiers de l'administration scolaire. Cette nouvelle politique de management est une opportunité pour le gouvernement, celle de rendre l'administration publique plus performante. Conformément au plan national de développement, la Côte d'Ivoire s'est engagée dans un important processus de relance économique. Pour y parvenir, elle a entrepris, entre autres actions majeures, des réformes destinées à améliorer et à moderniser les services publics. La vision stratégique à l'horizon 2030 de son Excellence, M. Alassane Ouattara, président de la République, place les ressources humaines comme facteur clé de la poursuite du développement de la Côte d'Ivoire. Cette vision, qui exige de profondes réformes structurelles et organisationnelles, commande une réorientation stratégique du mode et des modalités de gestion des ressources, tant financières qu'humaines. Centré sur la description des emplois, ce référentiel des emplois et des compétences, REC, totalise 16 familles professionnelles, 38 domaines de compétences et 242 postes type. Le reportage est réalisé pour vous par Jean-Marc Gagui. Dans la région du Kabadougou, les jeunes ont le sourire. Le programme Agir pour les jeunes en vue de lutter contre le chômage porte ses fruits dans leur localité. Le ministre Touré Mamadou leur a remis des chèques. Au total, 189 millions de francs CFA leur ont été distribués et ce financement devrait leur permettre de booster leurs activités en vue de se prendre en charge. Didier Nguessan. Le financement des projets en faveur des jeunes arrive dans la région du Kabadougou. Ici, 420 jeunes reçoivent des chèques d'un montant total de 189 millions de francs CFA pour matérialiser leurs projets. Au moins 30% des bénéficiaires sont des femmes. Pour nous, le début d'une nouvelle vie. Grâce au projet Agir pour les jeunes, nous faisons partie des entrepreneurs de la région du Kabadougou. 3 précédents programmes d'insertion socio-professionnelle, notamment AJ2, PGDEC, TIMO, avaient permis aux jeunes du Kabadougou de recevoir des financements, de même que le programme de relance des activités impactées par la COVID-19. Au total, 6 690 jeunes ont été pris en charge par ces dispositifs du ministère de la Promotion des jeunes et de l'emploi des jeunes pour près de 2,6 milliards de francs CFA. Quand vous prenez Agir 2 et Agir 3, vos enfants dans la région, au nombre de 644 personnes, ont bénéficié de 305 700 000 francs CFA. Voici la réponse concrète que le président Alassane Ouattara apporte à la problématique de l'insertion des jeunes dans notre pays. Dans le cadre du rendez-vous de la jeunesse, Mamadou Touré s'est entretenu avec les associations de jeunes venus d'Odiéné, Madinani, Beleban, Samatigila, Bako et Tiémé. Voilà, dans le Kabadougou, comme dans les autres régions ivoiriennes, se tiendront les élections législatives le 6 mars prochain. On souhaite tous des élections apaisées. Les représentants de partis et groupements politiques ont pris des engagements à leur niveau en signant aujourd'hui un code de bonne conduite pour les élections à venir. C'est une initiative du NDI, National Democratic Institute, soutenue par la CEI, la Commission électorale indépendante. Ahmed Traoré et Rigoré pour le reportage. Prôner le dialogue pour obtenir des élections équitables, inclusives et transparentes, s'engager à respecter le verdict des urnes et contribuer à instaurer un climat de paix et de tolérance. C'est tout le sens de la cérémonie de signature du Code de bonne conduite des partis et groupements politiques candidats aux élections. Une démarche menée de bout en bout par le NDI, National Democratic Institute. Selon le président de la Commission électorale indépendante, la démarche est opportune. Je suis particulièrement heureux de l'environnement dans lequel se déroule cet événement aujourd'hui. Il est en rupture avec le contexte de violence auquel la Commission électorale et l'ensemble de la communauté nationale
ont été confrontés à la faveur de l'organisation de l'élection du président de la République. La classe politique ivoirienne, pour sa part, manifeste toute son adhésion. La signature du Code de bonne conduite, cet engagement du RHDP dans la démocratie et dans une compétition électorale civilisée, apaisée, afin de consolider la paix dans notre pays. Depuis 2008, ce code avait été mis en place. Il a été aménagé et aujourd'hui nous signons sa nouvelle mouture qui vise un seul objectif, c'est de demander aux Ivoiriens, quels qu'ils soient, candidats de quelque parti politique qu'ils soient, de s'inscrire dans la dynamique de paix. Pour rappel, le NDI facilite le dialogue entre les différents acteurs politiques depuis 2017. À présent, ce code de bonne conduite entre en vigueur puisqu'il vient d'être signé par les parties prenantes. Et à propos de ces législatives, je vous livre ce communiqué de la CEI. La Commission électorale indépendante CEI informe l'ensemble des électeurs, les anciens électeurs et les nouveaux électeurs de 2020, qu'elle procédera en prélude à la tenue du scrutin législatif du 6 mars 2021 à la distribution des cartes d'électeurs dans la période du samedi 20 février au samedi 27 février 2021. Cette distribution se fera au siège des commissions électorales locales, CEL, dont la liste est consultable sur les www.cei.ci sur l'ensemble du territoire national. Les pièces exigées pour le retrait de la carte d'électeur sont les suivantes. La carte nationale d'identité, CNI, ou l'attestation d'identité, ou le certificat de nationalité, ou le récépissé d'enrôlement délivré par l'ONESI ou l'ex-ONI. Communiqué signé du secrétaire permanent, M. Kwame Agumani Pierre. Voilà, la CEI, vous le voyez bien, prépare les législatives du 6 mars prochain. Un scrutin à grands enjeux. Cela faisait bien longtemps que pouvoir et opposition, dans son ensemble, n'ont pas compéti pour des législatives dans notre pays. Une participation de toute la classe politique qui augure de gros chocs dans plusieurs localités. Quel est donc le regard des électeurs et des partis politiques sur ces belles empoignades qui s'annoncent, bien sûr, dans les urnes? Élément de réponse dans le dossier politique, signé ce soir Michel Digré. Élections législatives du 6 mars prochain, 255 sièges sont à pourvoir à l'hémicycle. Au regard de la qualité des candidats et de l'engouement de toute la classe politique, la compétition s'annonce rude avec de grands chocs en perspective. Je prends le cas de Port-Boué. Port-Boué, ça sera un peu comme un match retour entre le maire actuel et naturellement le candidat du RADP. Nous pensons qu'au plateau, il y a le député maire Evo Jacques et son rival que nous connaissons, Odé. Donc ça fait que vraiment nous pensons que ça sera un grand derby. Derby, duel ou encore remontada. L'arène politique sera aux couleurs du vocabulaire sportif le temps des législatives. Dans le district d'Abidjan, les projecteurs seront une fois de plus braqués sur la commune du Plateau, où le candidat du PDCI Jacques Owo tentera de conserver son siège acquis de haute lutte il y a 5 ans. Mais cette fois-ci, le RHDP entend passer à l'offensive et jouer les premiers rôles. L'élection qui a eu lieu en 2016 et l'élection qui aura lieu cette année, c'est deux contextes totalement différents. Il y a le lien personnel que nous avons tissé, construit au fil des ans avec les différentes populations. Et ça, c'est extrêmement important. À Yopougon, pouvoir et opposition jouent gros. Il est de coutume que celui qui est au pouvoir à Yopougon ait la meilleure position. Je crois que c'est cette loi qui est respectée. Bon, que certains partent de là pour conclure que c'est une commune de pro-Gbagbo, ben, on verra bien. Le match n'est intéressant que si vous avez en face des adversaires de taille. Donc nous sommes totalement confiants. Nous les respectons, mais nous sommes confiants. Traditionnellement, il s'agit d'une circonscription dans laquelle le PDCI-RDA, notre allié dans cette coalition électorale, a toujours fait environ au minimum 25%, quel que soit le type d'élection. Et puis il s'agit également d'une circonscription dans laquelle les partisans du président Laurent Gbagbo sont à tel point nombreux qu'on a donné dans le langage populaire ivoirien à la commune de Yopougon
le surnom de fief de Laurent Gbagbo, de Yopougon de Gbagbo, etc. Alors, mis ensemble, nous avons quand même mathématiquement, parce que les chiffres ne mentent pas, une opportunité là de remporter la victoire. Nous sommes optimistes au niveau de l'opposition, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc les grands chocs vont être ceux-là. RHDP contre l'opposition. Quelquefois, il y a aussi des blocs internes qui vont s'affronter. Il y a aussi la question des indépendants qui commencent à troubler le sommeil de certains partis. Donc il faut dire que c'est une approche dynamique au plan donc, démocratique. Nous espérons seulement que l'environnement légal, l'environnement sécuritaire soit renforcé pour que tout se déroule dans les conditions les meilleures. Comme choc interne, l'on assistera à un duel au sein de l'opposition entre Maurice Kakoudikawe du PDCI et Marie-Odette Lorognon de EDS pour le siège de Gagnois sous-préfecture. Autre enjeu de ces législatives, le centre du pays, où l'opposition avec comme capitaine d'équipe le PDCI RDA voudra assurer sa victoire. Comme vous le savez, Yamoussoukro, c'est un symbole fort parce que c'est un des bastions les plus importants du PDCI. La première chose à laquelle nous nous attelons en ce moment, c'est donc la mobilisation de tous les électeurs. Et nous sommes sûrs que le symbole de Yamoussoukro restera très fort au soir du 6 mars. Pour le RHDP, le Vébaoulé n'est plus la chasse gardée du PDCI RDA. Les choses ont beaucoup bougé dans le centre du pays. Parce que le président Alassane Ouattara a fait d'énormes réalisations en pays baoulé. Ce sont des atouts que nous pouvons comptabiliser. Mais au-delà de l'aspect de développement, il y a le fait aussi que la création du RHDP a beaucoup fait changer les choses. La plupart des hauts cadres du PDCI-RDA ont adhéré au RHDP. Donc il ne sera plus question de dire au niveau du centre que le PDCI est notre fétiche. L'ouest du pays, le bastion de l'UDPCI. Le RHDP veut déjouer les pronostics à la faveur de ces législatives. L'ouest montagneux de notre pays constitue un enjeu important pour le RHDP parce que vous savez qu'il y a des responsables du RHDP hier qui sont des leaders de cette région quand ils étaient au RHDP. Aujourd'hui, ils n'y sont plus. Et le RHDP a fait peau neuve avec de nouvelles têtes qui sont au travail à l'Ouest. Cette élection va venir pour montrer l'ancrage réel du RHDP. Et il s'agit pour nous de faire en sorte que ce qui est la réalité soit révélé à travers le nombre de députés que nous aurons. Nous voulons garantir que le RHDP gagnera la majorité des députés dans l'ouest du pays. Cette élection est effectivement une élection particulière. En ce qui concerne l'UDPCI, une élection test au niveau de l'Ouest depuis notre sortie du RHDP. Donc nous avons eu beaucoup de séances de travail pour identifier les candidats porteurs donc d'une alternative apaisante, mobilisatrice qui nous conduise à la victoire. Et je pense que nous avons de bons candidats. Pour les électeurs, les matchs devront se jouer jusqu'à la dernière minute. Les derniers moments vont jouer. Celui qui va réussir à faire véritablement, pas campagne extraordinaire, mais celui qui va faire des campagnes porte à porte, qui va exprimer véritablement sa pensée. Je pense que cette personne-là va gagner. Parce qu'aujourd'hui, ce n'est plus les partis politiques qu'on doit regarder, mais ce sont les individus. Ceux qui font quelque chose réellement dans leur communauté, dans leur département. Donc, il y aura beaucoup de surprises. De grosses surprises au soir du 6 mars prochain. Le coup de sifflet pour la campagne sera donné ce 26 février. Pour l'heure, c'est la mise au vert dans les différents QG.
De gros chocs donc à l'horizon pour des législatives apaisées, des législatives avec toute la classe politique. C'était le dossier politique réalisé pour vous par Michel Digré. Et je vous livre un deuxième communiqué émanant donc de la CEI. La Commission électorale indépendante en partenariat avec le PNUD et le projet d'appui aux élections organise un atelier d'appropriation et d'information sur le mode opératoire des élections des députés à l'Assemblée nationale à l'attention des candidates et des candidats à l'élection des députés du 6 mars prochain. Cet atelier qui vise à contribuer au renforcement de la transparence du processus électoral aura lieu le mardi 23 février 2021 à l'espace Latry Event 6 à Abidjan, 2 plateaux, Carrefour Duncan à partir de 10h. Communiqué signé pour vous par le secrétaire permanent Kwame Adjoumani Pierre. Voilà, des législatives apaisées et sécurisées. Les forces de l'ordre comptent bien remplir leur mission. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Vagondo Diomandé, a lancé aujourd'hui l'opération Épervier 6. Cette opération vise à garantir la sécurité des personnes et des biens sur tout le territoire ivoirien. Abou Sanogo pour le témoignage. L'épervier étend ses ailes dans le district d'Abidjan pour la 6e fois. C'est la Riviera 2, dans la commune de Cocody, qui a accueilli le lancement de l'opération Épervier 6, en présence du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Vagondo Diomandé. Une opération destinée à garantir la sécurité des personnes et des biens, à lutter contre le grand banditisme. Les différentes opérations Épervier menées sur l'ensemble du territoire national ont permis de baisser considérablement le niveau de criminalité à Abidjan et à l'intérieur du pays. Ces opérations visent à lutter contre la criminalité sous toutes ses formes, lutter contre le trafic illicite de drogue, lutter contre le phénomène des enfants en conflit avec la loi, lutter contre le terrorisme et rechercher et démanteler les gangs armés et autres bandits de grand acabit. Avant leur déploiement sur le terrain, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Vagondo Diomandé, a invité ses hommes à mener cette opération avec responsabilité et à agir avec professionnalisme. Ces opérations que nous avons menées avec l'ensemble des forces de sécurité ont permis aujourd'hui d'amener l'indice de sécurité en Côte d'Ivoire à 1,2. Je voudrais rassurer les uns les autres. La police, la gendarmerie mettront tout en œuvre pour mettre hors d'état de nuire les bandits qui veulent troubler la quiétude de nos compatriotes. Et ils ne feront aucun cadeau, je dis bien aucun cadeau, aux individus mal inspirés qui tenteront de semer l'insécurité. La sécurité publique est au cœur des préoccupations du chef de l'État et de son gouvernement. Par ailleurs, le maire de la commune de Cocody, Jean-Marc Yassé, s'est félicité du choix porté sur sa circonscription pour abriter le lancement de cette opération d'envergure et a invité les populations à la collaboration avec les forces de défense et de sécurité. Cette opération Épervier 6 est une technique de maillage des zones à risque du district d'Abidjan, des quartiers, en vue de lutter contre le banditisme sous toutes ses formes. L'opération mobilisera plus de 2000 hommes, issus de la police nationale, de la gendarmerie nationale, du Centre de coordination des décisions opérationnelles CCDO et de l'armée. Elle va s'étendre à l'ensemble des villes du pays. Et dans cet environnement bien sécurisé, le ministre de l'Économie et des Finances a reçu un chèque de plus d'1 milliard de francs CFA de la part de la mutuelle panafricaine de gestion des risques AFC. Ce montant résulte du contrat d'assurance qui lie le pays à l'ARC dans le cadre de la gestion des catastrophes naturelles. Le montant est destiné à soutenir les populations du nord du pays touchées par le déficit pluviométrique. Mama Traoré. Pour avoir souscrit à 2 polices d'assurance contre la sécheresse auprès de la mutuelle panafricaine de gestion des risques, la Côte d'Ivoire reçoit ce chèque d'1,182 milliard de francs CFA, somme destinée à lutter contre les effets néfastes du déficit pluviométrique qui frappe certaines localités du nord du pays. Ce montant permettra d'assister 15 750 ménages vulnérables, soit 78 750 personnes identifiées dans plusieurs régions au nord de la Côte d'Ivoire. Ce second décaissement porte sur 1,588 milliard de francs CFA et porte sur l'ensemble des interventions de l'ARC en Côte d'Ivoire. La régularité de vos interventions en faveur des populations les plus vulnérables au déficit pluviométrique
ne peut que nous conforter à entretenir avec l'ARC une coopération forte et durable. Voilà qui justifie l'intérêt de la Côte d'Ivoire à accueillir le siège de l'ARC à Abidjan, une institution spécialisée de l'Union africaine créée en 2012 avec pour mandat d'aider les États du continent à se prémunir des conséquences des catastrophes naturelles, notamment celles liées au changement climatique. Membre de l'ARC depuis 2014, la Côte d'Ivoire a reçu en novembre 2019 un premier chèque d'une valeur de 406 millions de francs CFA, montant visant à lutter contre le déficit pluviométrique dans les régions du centre du pays. Et le gouvernement s'active également au plan sanitaire. La plateforme nationale Une seule santé vient d'être lancée. L'État ivoirien et ses partenaires démontrent ainsi leur détermination à lutter contre les maladies zoonotiques, c'est-à-dire les maladies d'origine animale, ainsi que les menaces émergentes de pandémie. Pour les ministres Nialé Kaba et Eugène Aka Awele, la plateforme Une seule santé vise l'amélioration de la santé et du bien-être des populations. Salima Toudia. Près de 75% des nouvelles maladies infectieuses ayant affecté les êtres humains ces 10 dernières années sont causées par les agents pathogènes provenant des animaux ou des produits d'origine animale, selon les données actuelles. La lutte contre ces maladies exige de nouvelles approches, d'où la mise en place de la plateforme nationale Une seule santé, qui découle de la volonté d'atteindre les objectifs du Programme mondial de sécurité sanitaire, une initiative internationale visant à prévenir, détecter et réagir face aux menaces de maladies infectieuses. Le lancement de la plateforme a eu lieu ce 17 février. La complexité de ces pathologies, ainsi que leur impact sanitaire et socio-économique, montre qu'elles ne peuvent être éliminées par un seul secteur. Ainsi, la lutte contre ces menaces sanitaires doit reposer sur une approche holistique, c'est-à-dire sur une bonne collaboration multisectorielle et pluridisciplinaire. Cette plateforme de coordination fait interagir entre autres secteurs la santé, l'environnement et les ressources animales et halieutiques. Institutionnalisée en avril 2019, cette plateforme matérialise aux yeux des partenaires au développement l'engagement du gouvernement à s'approprier l'approche Une seule santé. L'Alliance Tripartite Plus se dit engagée à promouvoir le principe d'un monde sain. Il faut détecter rapidement les maladies chez l'homme, mais aussi chez l'animal et agir vite, localement et alerter globalement. Et c'est là les leviers à actionner pour que les émergents ne deviennent pas des pandémies. Anticiper, surveiller, agir, communiquer, réagir face à un événement et en période de calme, co-construire un socio-écosystème résilient qui ne favorise pas les émergences et empêche la diffusion des pathogènes. Voilà qui doit aujourd'hui devenir un objectif partagé de gestion renouvelée de la santé à l'échelle du territoire, du pays et de la planète tout entière. Les missions, le plan stratégique et les acquis de la plateforme, dont les activités ont démarré en 2016, ont été présentés. Je voudrais inviter tous les acteurs impliqués au premier plan à mettre tout en œuvre pour faire de cette plateforme ivoirienne une référence en Afrique. Nous devons pouvoir nous enrichir des expériences des autres pays et de nos propres potentialités pour fédérer nos énergies et bâtir un système de santé fiable, robuste et à même de répondre de façon coordonnée à toute menace. La signature du manuel de provenance a mis fin à cette cérémonie. On est toujours au front sanitaire. On ne baisse pas la garde dans l'observation des gestes barrières. Le coronavirus continue de circuler. Restons vigilants. La pandémie est toujours menaçante. Ce jeudi 18 février, on dénombre en Côte d'Ivoire 115 cas positifs sur 2820 échantillons prélevés, 196 nouvelles guérisons et 3 décès enregistrés malheureusement ce jour, 1492 cas actifs. Ne relâchons pas dans l'observation des gestes barrières afin de nous préserver de ce virus mortel. Et je vous livre ce communiqué qui vient de nous parvenir, l'EMAN du district autonome d'Abidjan. Communiqué relatif à la fermeture du cimetière de Williamsville.
Le ministre-gouverneur du district autonome d'Abidjan rappelle aux populations abidjanaises que le cimetière de Williamsville est fermé depuis le 8 juin 2019 en raison de la saturation des espaces dédiés aux nouvelles inhumations. Cette mesure de fermeture ne concerne pas les inhumations en terrain réservé constatées par un arrêté de réservation ou une quittance de règlement et celles prévues dans les carrés réservés aux communautés villageoises d'Abidjan, Agban et d'Abidjan-Adjamé. En conséquence, la population est appelée à procéder aux inhumations des corps des personnes décédées dans les cimetières de Yopougon, d'Abobo et de Koumassi qui disposent d'infrastructures adéquates et conformes aux normes funéraires. La population est donc invitée à se conformer au strict respect de ces dispositions, communiqué signé du ministre-gouverneur du district autonome d'Abidjan, Robert Begremambé. Le ministre Mamadou Sanogo de l'économie numérique et de la Poste a procédé hier mercredi à l'ouverture de la 2e édition des Assises nationales du numérique ici à Abidjan. Les acteurs du secteur du numérique vont passer en revue toutes les avancées notables et les nouvelles réformes à venir pour le développement du numérique. Cheikh Koné. 7 ans de mise en œuvre d'une batterie de réformes dans le secteur du numérique. Il convenait de marquer un arrêt pour faire le point des acquis. C'est ce à quoi les organisateurs de la 2e édition des Assises du numérique s'attellent après le top départ marquant l'ouverture officielle de ce forum de réflexion. Les Assises du numérique sont donc un cadre, un forum d'échange, de réflexion sur les enjeux du numérique et des TIC de façon globale. Tout l'écosystème du numérique réuni au grand complet, des développeurs aux acteurs du e-commerce, en passant par les opérateurs mobiles. Tous sont unanimes. Depuis 2012, la Côte d'Ivoire a réalisé un bond qualitatif en la matière. Et aujourd'hui, l'économie numérique, à l'instar de l'agriculture, des mines, du commerce et aussi un peu de l'industrie, a une contribution non négligeable à notre PIB. On voit que plus on investit dans le numérique, plus on investit dans la communication, plus on investit dans la connectivité, plus notre pays gagne de la productivité et bien évidemment aussi augmente son produit intérieur brut. Mamadou Sanogo, ministre de l'économie numérique et de la Poste, a rappelé quelques réformes majeures qui donnent aujourd'hui à la Côte d'Ivoire de compter parmi les pays africains les mieux couverts en matière de numérique. Cette série de réformes donc, ont permis à la Côte d'Ivoire de connaître plusieurs avancées significatives en matière de TIC. En effet, la Côte d'Ivoire enregistre plus de 37 millions d'abonnés à la téléphonie mobile. Une population qui est en train de dépasser les 24, donc 37 millions d'abonnés. Soit un taux de pénétration de plus de 145%. Le chiffre d'affaires du secteur s'élève à plus de 1000 milliards de nos francs CFA. Le ministre de l'économie numérique et de la Poste a saisi l'occasion de ce forum bilan pour saluer la réussite de la 2e grande opération de basculement de la numérotation réalisée en Côte d'Ivoire. Je voudrais à ce stade féliciter au nom de tout le gouvernement, l'équipe de la RTCI, tous les opérateurs de téléphonie qui ont contribué à ce passage de 8 à 10 chiffres sans difficulté. Des stands d'opérateurs privés et publics ainsi que plusieurs panels de communication vont meubler ces assises prévues prendre fin ce vendredi 19 février. Et on va marquer notre dernière escale au Niger où la campagne se poursuit. Avant le second tour de la présidentielle prévu dimanche, les électeurs devront départager l'ancien ministre Mohamed Bazoum, candidat du parti au pouvoir, et l'ex-président Mahaman Ousmane. Les deux candidats ratissent large en ce moment le terrain pour convaincre le plus d'électeurs. Voyons leur stratégie et programme avec nos envoyés spéciaux Sidonie Davila et Ulrich Adongon au Niger. À l'entrée du siège du Parti Rose, un business florissant de gadgets à l'effigie de Mohamed Bazoum. Le candidat du Parti nigérien pour la démocratie et le socialisme, PNDS, est aussi bien présent sur les murs des bâtiments et les véhicules. Le candidat est actuellement en région pour ses derniers meetings en vue de rallier les populations à sa cause. La capitale Niamey n'est pour autant pas délaissée. Le staff de Mohamed Bazoum continue d'y déployer sa stratégie de communication. L'objectif est de ratisser large. La priorité de notre candidat, c'est justement l'éducation.
l'éducation qu'il va falloir améliorer pour atteindre un certain niveau de qualité, pour que justement elle soit une éducation, un système éducatif qui serait beaucoup plus en phase avec les exigences de développement de notre pays. Donc globalement, nous sommes sur ces deux questions, l'éducation, la question de l'emploi des jeunes, mais c'est aussi la question de la femme, également par rapport à son autonomisation. Le Renouveau démocratique et républicain RDR, Tchangui, le parti de l'ex-président Mahaman Ousmane, arrivé en deuxième position au premier tour, s'active également en région ces derniers jours de campagne. Son candidat y est au contact des électeurs, mais à Niamey, la conquête des votants ne faiblit pas. Au siège du parti, le programme du candidat est expliqué à chaque visiteur, priorité inscrite dans son programme de gouvernement. Le candidat Mahaman Ousmane a défini 7 priorités dans son programme, à savoir eau, éducation, emploi, énergie, environnement, équipement et équité. Donc il pense en résolvant des questions majeures comme ça, il pourra sortir le Niger de l'ornière. Il a prévu un budget de 15 000 milliards pour financer ce programme-là. Chacun des candidats reste convaincu de sa victoire. Nous sommes très confiants parce que nous avons foi au processus électoral en cours au Niger. Nous avons foi au travail que nous avons accompli en tant que parti. On part confiant, en fait, il suffit de voir l'ambiance autour de nous. En tout cas, tous les gens que vous voyez autour de nous, ils sont confiants, on pense qu'on va gagner ces élections. Qui du camp du parti au pouvoir PNDS ou de l'opposition RDR aura la faveur des électeurs. La vérité, elle, sortira des urnes le 21 février prochain. Fin de ce 20h, retrouvez Marine Konia à 23h. Demain, 6h30, Abdoulaye Koné. Moi, je vous retrouve demain avec le même plaisir à 20h. Restons surtout attachés à la paix. Prenez soin de vous.